Bienvenue au journal de ce mardi sur Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le président Paul Kagame a tenu une conférence en ligne à l'université de Harvard pour les étudiants au commerce de cette université américaine. Les habitants et les visiteurs de Kigali ont gaiement salué le prix d'1 million de dollars attribué à la ville de Kigali comme ville innovatrice par l'organisation Bloomberg Philanthropies. La Cour d'appel a décidé que le procès de Paul Rusesabagina et ses co-accusés se déroulera en son absence parce qu'il a choisi de ne pas être présent lors des débats. Et le ministère de l'administration locale exhorte les Rwandais à comprendre que l'exigence de la preuve de vaccination contre la Covid-19 afin d'obtenir certains services est pour leur bien en termes de prévention de la propagation du virus. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président Paul Kagame a tenu une conférence en ligne à l'université de Harvard pour des étudiants en master de l'école du commerce de cette université américaine. Le sujet était le leadership et l'unité en temps difficiles. Cette conférence a eu lieu dans le cadre d'un atelier sur le développement africain dirigé par Hakim Bello Osadji. Elle a également été suivie par des membres du personnel et des anciens de l'université Harvard. Le président Paul Kagame a également reçu ce mardi dans son bureau du village Urugwiro Serge Pereira, le responsable de l'organisation Starstone, en compagnie de Cindy Descalzi. Tous deux sont au Rwanda dans le cadre du lancement d'une compétition de natation, de cyclisme et de course à pied connue sous le nom de triathlon. Ces courses sont de très longue distance, raison pour laquelle cette course s'appelle le triathlon Ironman. Le tournoi aura lieu dans le district de Lubavu en août de cette année. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Les habitants de la ville et les visiteurs de la ville de Kigali ont gaiement salué le prix d'1 million de dollars attribué à la ville de Kigali après avoir été placée parmi les 15 villes innovatrices dans différents domaines dans le Mayor's Challenge 2021-2022 qu'organise l'organisation Bloomberg Philanthropies. Kassim Youssouf nous en dit plus. Certains Rwandais indiquent qu'ils partagent l'opinion de la communauté internationale sur la ville de Kigali parce qu'eux-mêmes sont témoins de la transformation au jour le jour de cette ville. Les villes récipiendaires du prix de l'organisation Bloomberg Philanthropies sont d'Afrique, d'Asie-Pacifique, d'Europe, d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d'Amérique du Nord. Le maire de la ville de Kigali, Pudence Rubingisa, indique qu'en tant que direction de cette ville, ils se réjouissent de ce prix. C'est aujourd'hui en tout cas que nous avons été informés par les organisateurs Bloomberg Philanthropies nous avons annoncé que la ville de Kigali est parmi les 15 villes sur les 631 villes qui avaient commencé cette compétition. Et du coup, on a été informé que nous avons en tout cas gagné le prix. C'est 1 million de dollars qui va être affecté à ce projet. C'est un projet normalement qui s'inscrit dans l'agenda de l'urbanisation de la ville de Kigali, mais spécialement il y a deux éléments très importants qui ont en tout cas motivé notre choix, mais qui a été également la base peut-être de sélection de notre projet qui était innovant. La ville de Kigali est l'une des 3 villes africaines auxquelles le prix a été attribué. Les autres sont la ville de Freetown au Sierra Leone et Kumasi au Ghana. Le prix de l'organisation Bloomberg Philanthropies a réjoui non seulement les Rwandais, mais également des visiteurs étrangers qui admettent que la ville de Kigali est excellente par rapport à d'autres villes qu'ils ont visitées. Une enveloppe d'1 million de dollars américains a été remise à chaque ville
qui, pendant 3 ans, bénéficiera en outre d'une assistance technique d'experts dans le développement des villes dans le cadre de la mise en exécution de ces projets. Le maire de la ville de Kigali, Pudence Rubingisa, indique que le $1 million va aider à mettre en exécution le projet de récupération d'eau dans environ 1000 foyers et dans le traitement de détritus provenant des foyers vivants dans des villages décents. Le fait de pouvoir collecter les déchets que nous dégageons dans nos maisons, pouvoir les séparer et également pour qu'on les collecte et l'entreposage est fait avec un système pour pouvoir détecter que c'est vraiment le moment opportun pour pouvoir les récupérer et les emmener dans l'entrepôt général d'Ondouba. Ça, c'est un élément très important parce que nous avions déjà fait des petits projets pilotes avec l'aide du ministère de la technologie de ICT pour pouvoir voir si éventuellement ça marche. Et aujourd'hui, ça a gagné, ça a rapporté. On va devoir maintenant essayer de disséminer dans d'autres petits coins qui ont la même structure d'urbanisation. On parle aujourd'hui de Mazi, de Kimisagara, mais on va également faire la même chose à Busanza où nous avons déjà plus ou moins 400 familles qui habitent là-bas, mais on va également d'ici quelques jours voir d'autres familles qui vont habiter parce qu'il y a une capacité de plus ou moins 1066 familles qui vont habiter à Busanza. Ceci étant, il y a également la composante de la collecte des eaux de pluie qui est également à motiver notre choix. Comme je le disais tout à l'heure, la collecte des eaux de pluie pour pouvoir combattre l'écoulement des maisons qui étaient à risque. Et aujourd'hui, ils sont dans des appartements, si je peux dire, qui sont conçus pour pouvoir également répondre aux aléas climatiques. C'est des zones à risque, comme je disais, qualifiées vraiment de très risquées parce que à chaque fois qu'il pleuvait, on pouvait avoir des familles, des maisons qui sont détruites et vous entendez également que des vies humaines sont en danger. Les 15 villes plus performantes en matière d'innovation sont habitées par 30 millions de personnes et ont été sélectionnées parmi 50 grandes villes dans le monde pour participer à cette compétition qui a consisté à évaluer pendant 4 mois les grands projets de ces villes. 631 villes en provenance de 99 pays ont participé au Mayor's Challenge 2021-2022. Merci Kassim. La Cour d'appel a décidé que le procès de Paul Rusesabagina et ses co-accusés se déroulerait en son absence parce qu'il a choisi de ne pas être présent lors des débats. Lundi, le procès a été ajourné en raison de l'absence de l'un des accusés et de son équipe de défense. Tous les 20 autres accusés du groupe étaient présents et également mardi lorsque la décision de la Cour de poursuivre le procès a été annoncée. Des allégations avaient été faites selon lesquelles Rusesabagina aurait été convoqué par des responsables de la prison et que le processus était effectué illégalement, ce que la Cour a rejeté, citant que le processus n'était en fait en violation d'aucune loi. Elle a donc ordonné que le procès se poursuive jeudi, malgré l'absence de Paul Rusesabagina. Le journal continue sur Rwanda TV. Le tribunal de Huye a décidé que l'audience préliminaire dans le procès de Béatrice Munyenyezi, soupçonnée de crimes de génocide, aura lieu le 24 février prochain, suite à une demande de son équipe de défense. Explication avec Patrick Nilidandi. La procédure judiciaire s'est déroulée virtuellement et après que les juges ont identifié l'accusé par son nom, y compris le surnom des commandants que l'accusation a inclus dans son dossier en disant que c'est un surnom auquel beaucoup l'identifient, mais de son côté, l'accusé a nié que ce soit son surnom et son équipe de défense a demandé que ce surnom soit retiré du dossier avant le début du procès des fonds.
La défense est également plainte de la confusion du dossier présenté par l'accusation contre son client et de la difficulté de répondre aux accusations qu'il contient car elles sont toutes regroupées. Ensuite, il a également demandé que tout témoin, avant de comparaître dans le procès des fonds, passe d'abord dans une audition préliminaire. Les avocats de la défense ont également demandé que le procès ne se déroule pas virtuellement et que leurs clients soient autorisés à être physiquement présents au tribunal, car une audience virtuelle ne peut garantir qu'elle pourra suivre les débats à 100%. L'accusation n'a pas contesté les demandes de l'équipe de la défense, à l'exception de l'allégation selon laquelle le dossier était en désordre, soulignant que la plainte de la défense n'avait aucune valeur juridique. Après une brève suspension de l'audience, les juges sont revenus et ont annoncé leur décision sur la base de l'article 125 de la loi régissant le procès et la demande de la défense, en précisant qu'un procès préliminaire aura bien lieu et que le témoin, objet du procès, les éléments de preuve, les articles de la loi sur lesquels ils seront fondés et l'identité des personnes impliquées doivent d'abord être convenus. La Cour a également déclaré que la question d'un procès des fonds virtuel sera également examinée lors de l'audience préliminaire du 24 février prochain, qui se tiendra à huis clos, et qu'ensuite la date du procès des fonds sera annoncée. Béatrice Munyenyezi fait face à un certain nombre d'accusations graves, notamment de meurtres et de génocides, des complots en vue de commettre le génocide, de planification en vue de commettre le génocide, d'extermination et des violations des droits de la personne. Elle a été extradée des États-Unis d'Amérique en avril de l'année dernière, en 2021. Je vous l'ai dit en titre, le ministère de l'administration locale exhorte les Rwandais à comprendre que l'exigence de la preuve de vaccination contre la Covid-19 afin d'obtenir certains services et pour leur propre bien en termes de prévention de la propagation de ce virus. C'est au moment où ceux qui ont déjà reçu la première dose sont invités à se faire vacciner pour la deuxième dose. Kassim Youssouf nous en dit plus. Alors que les habitants de Kigali sont sensibilisés à se faire vacciner contre le Covid-19, des tests Covid-19 sont effectués à Kigali et à la périphérie afin de suivre le nombre de ceux qui sont déjà infectés par le virus. Certaines personnes rencontrées au site de tests Covid-19 disent que c'est une bonne étape vers l'atténuation de la propagation du virus. C'est pour que je sois fixé sur mon état et savoir que ma vie n'est pas en danger, sinon que je ne sois pas celle qui contamine les autres, et j'exhorte les autres à faire le dépistage. Dans tout le pays, les vaccinations anti-Covid-19 sont administrées car les personnes éligibles sont invitées à se rendre sur les sites de vaccination Covid-19 pour recevoir leur deuxième dose. Le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, exhorte ceux qui ont reçu leur première dose à se faire vacciner la deuxième à temps après le délai prescrit. J'exhorte tous ceux qui ont reçu la première dose à travers le pays à recevoir la deuxième. Nous avons également remarqué que ceux qui vivent en milieu rural ont migré vers Kigali et vice-versa. Nous les exhortons donc, où qu'ils soient, à aller se faire vacciner pour la deuxième dose. Lors d'une réunion qui a rassemblé différents ministères, notamment le ministère de l'administration locale, le ministère de la Santé et des dirigeants au niveau des instances de base, l'on a souligné qu'il y a certaines personnes qui ont peur de se faire vacciner, y compris celles qui sont enceintes. Ils ont été tous invités à se faire vacciner dès que possible. Le ministre Gatabazi indique par ailleurs que le fait que certains services exigent d'abord la présentation d'une preuve de vaccination contre le Covid-19, c'est pour les protéger en termes d'atténuation de la propagation de ce virus. Nous demandons qu'on comprenne que les services qui sont octroyés après que le pass vaccinal soit présenté, ce n'est pas qu'on les maltraite, mais plutôt c'est pour les protéger et pour que les vaccins que son Excellence le Président de la République a trouvés puissent atteindre tous les Rwandais dans leur intérêt et celui de leur famille.
Jusqu'à ce mardi au Rwanda, le nombre de personnes qui ont pris la première dose de vaccin anti-Covid-19 est de 7 912 278, tandis que le nombre de ceux qui ont pris la deuxième dose est de 6 398 938. Le nombre de ceux qui ont pris la dose de rappel est de 626 624. Les habitants de régions se trouvant sur les frontières du Rwanda avaient l'habitude de se plaindre du manque d'infrastructures comme des antennes de relais leur permettant de rester connectés au monde. C'est chose faite actuellement pour cette population qui se réjouit car elle a désormais accès à ces infrastructures. L'autorité rwandaise de régulation des services d'utilité publique, RURA, indique vouloir poursuivre cette lancée avec la construction de nouvelles antennes relais et poursuivre des discussions avec les pays voisins pour éviter tout inconvénient. Les détails avec Patrick Nilidanti. Thomas Munyagabe, résident du secteur Matimba, du district de Nyagatare, se connecte pour écouter les nouvelles de Radio Rwanda. Il profite pour dire à Arabier qu'avant la construction de ces infrastructures, il était difficile de se connecter sur différentes radios du Rwanda et le poste de radio utilisé renvoyait immédiatement aux radios des pays voisins. Mais maintenant, il suit tout le programme des radios Rwanda sans aucune interférence. Avant, c'était difficile de se brancher, mais grâce aux stations relais, c'est maintenant plus facile. Notre président fait toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Ce problème d'interférence n'était pas seulement sur les radios. Les résidents disent qu'il était difficile de regarder la télévision, de recevoir et de passer des appels téléphoniques, particulièrement pour ceux qui vivent près des frontières. Mais aujourd'hui, cette situation appartient au passé. Ce n'était pas facile. L'appareil s'est déplacé vers d'autres stations, d'autres pays, puis revenait. Nous avions des problèmes de réseau. Nous sommes heureux car nous pouvons à présent suivre et écouter notre président. Nous ne sommes plus obligés de suivre les chaînes de télévision ougandaises comme Okende et d'autres chaînes. Une antenne relais est un émetteur d'ondes radioélectriques. Il en existe 3 sortes principales: radiodiffusion, émetteur de télévision et antenne relais de téléphonie mobile. Compte tenu de la façon dont se propagent les ondes radio, les antennes sont généralement installées en hauteur, par exemple sur le toit des immeubles ou au sommet des pylônes. Leur faisceau se déploie comme celui d'une phare éclairant la mer, n'atteignant le sol qu'à une distance de 50 à 200 mètres de l'antenne selon la hauteur de celle-ci. Et plus on s'en éloigne, plus les faisceaux diminuent en intensité. Les districts du Rwanda les plus concernés par ces problèmes de connexion sont en province de l'Est, l'Ouest et du Nord, qui sont proches des frontières. Le maire du district de Rubavu a noté que la construction des antennes relais a permis aux résidents de suivre les stations de leur choix. Nous avons plus de 5 stations relais et d'autres tours sont encore en construction. Et RURA nous aide pour que les endroits sans réseau puissent avoir un réseau. Nous n'avons plus de problème concernant les interférences de ces tours de transmission des pays voisins. Mais il reste encore beaucoup à faire pour que ceux qui n'ont pas accès à ces infrastructures puissent y accéder. Actuellement, il y a 1300 antennes relais au Rwanda, dont 45 sont encore en construction. Charles Gahungu, directeur général de la réglementation des technologies de l'information et de la communication à RURA, a noté que même s'ils construisent des infrastructures, les discussions se poursuivent avec les pays voisins pour éviter les interférences possibles. Cette année, nous avons eu plusieurs réunions avec les régulateurs du Congo. Nous nous sommes même rencontrés 2 fois. Ils sont également venus ici le mois dernier. Nous avons discuté ensemble avec les opérateurs sur la manière de réduire les signaux d'interférence aussi bien à Bukavu qu'à Goma. Nous avons fait de même, par exemple, la station de relais de Bukavu cause des interférences à Kyangougou. Le 11e dialogue national Umujikirano, tenu en 2019, avait appelé à la résolution des problèmes de connexion au réseau et à la construction d'infrastructures dans diverses régions du pays.
pour la première fois dans l'histoire, une femme arbitre a officié un match de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la Rwandaise Salima Hadia Mukasanga. Et nous accueillons le journaliste international Sylvain Henri Cissé pour l'entretien de ce journal. Bienvenue. Bonsoir David. Ça va, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment à Kigali. Très heureux d'être ici, très heureux d'être avec vous. Non, tout va très bien. Dès que je suis au Rwanda, dès que je suis à Kigali, je suis en pleine forme. Oui, et nous sommes très contents de vous avoir ici avec nous. Alors, une femme arbitre qui officie un match à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est inédit, une première. Quelle est votre réaction ? Ça nous permet de comprendre quelle est l'innovation de l'Afrique. Et aujourd'hui, l'Afrique, une fois de plus, a innové et elle l'a montré à la face du monde. Je voudrais vous parler de Stéphanie Frappart, qui est une amie et qui a été désignée meilleure arbitre féminin en 2020-2021. Stéphanie Frappart, meilleure arbitre au monde féminin en 2020-2021, a arbitré la Super Coupe d'Europe en 2020 qui opposait Chelsea à Liverpool. Elle a arbitré un match de Ligue des Champions qui opposait le Dynamo de Kiev à la Juventus. Mais elle n'a pas arbitré de coupe intercontinentale. En tout cas, sur le terrain central. Elle a été 4e arbitre à la Coupe d'Europe. Elle n'a pas été arbitre central. Ce qui s'est passé aujourd'hui est extraordinaire, c'est que nous avons une femme africaine qui, dans un championnat continental, a été arbitre central. Ça, c'est la première innovation. Et la CAF avait vraiment fait très très fort parce qu'elle a décidé de réunir un trio arbitral féminin, même un quatuor, puisque l'arbitre qui s'occupait de la VAR était une femme. En cela, c'est une innovation. Ce que je trouve extraordinaire aussi, c'est que à travers le monde, parce que vous savez qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, une information elle fait le tour de la planète en quelques secondes. À travers le monde, il y a des gens qui ont voulu comprendre qui elle était, d'où elle venait. Donc, qui ont ouvert un livre, qui ont googlisé pour savoir où est le Rwanda, qu'est-ce que le Rwanda, qui est cette jeune femme, ils l'ont fait. Et ensuite, pour terminer, en 3e point, je dirais que ça concrétise le superbe travail que vous avez fait dans ce pays. La volonté de votre président qui a voulu absolument que la place des femmes soit reconnue. Et je voudrais aussi, à travers ce qui se passe aujourd'hui, féliciter quelqu'un qui est extraordinaire. D'ailleurs, elle porte son nom qui le dit très bien. C'est Félicité Aura Malika, qui est la vice-présidente du comité olympique et qui a énormément fait pour le football féminin. Et si aujourd'hui, Moussangana a arbitré ce match en Coupe d'Afrique des Nations, eh bien c'est l'ensemble de ces choses et aussi le travail qu'a fait Félicité il y a plusieurs années qui lui a permis d'être là. Absolument. Et en parlant justement de Coupe d'Afrique des Nations, alors il y a la phase de poule qui se poursuit. Oui. Notamment, on va parler de l'échec étonnant de l'Algérie dernièrement face à la Sierra Leone. Quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous pensez de ce tournoi continental? Écoutez, cela montre que le football est un drôle de sport. C'est peut-être le sport collectif le plus individuel. Et on le voit avec ces équipes qui réussissent. Dès qu'une équipe réussit, qu'est-ce qu'elle fait naître? Elle fait naître des égos qui ont des dimensions exceptionnelles. Des égos qui ne peuvent plus se côtoyer, des équipes qui ont du mal à gérer. Et ça, on l'a vu dans l'histoire. Vous prenez l'équipe de France après son titre de champion du monde en 98. En 2002, elle explose. Elle est éliminée au premier tour. Vous prenez l'équipe de France lors du dernier Euro. Je parle de la France parce que c'est mon pays, forcément, moi qui suis franco-sénégalais. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été éliminée par la Suisse. Et il se passe la même chose avec l'Algérie. Elle est championne d'Afrique en titre. Et elle a une gestion humaine qui n'est pas à la hauteur d'un collectif qui lui permet de pouvoir avancer dans cette compétition. Elle est en train de s'effriter petit à petit, on l'a vu lors de ces rencontres. Et je pense que demain contre la Côte d'Ivoire, ce sera un match serré parce que la Côte d'Ivoire n'est pas au mieux aussi. Et donc on aura un match au couteau entre deux équipes qui vont lutter pour leur survie. Absolument un match qu'on a hâte de suivre. Ah ben oui, il faut absolument être là. Et alors, avant de finir cet entretien, il faut absolument qu'on parle de la pandémie de Covid-19 qui touche tout, même la CAN. Alors, il y a des cas de Covid qui continuent de toucher des joueurs de différentes sélections. Est-ce que vous pensez qu'avec le Covid, il y aura un impact sur cette compétition, sur le foot en général et surtout sur les attentes que nous, les fans du ballon rond, on a? Écoutez, moi j'ai un avis tranché là-dessus. Il faut qu'on arrête de parler de la Covid à la CAN. Parce que la Covid, c'est un sujet et un problème mondial. Les sélectionneurs doivent faire avec et composer des équipes avec les joueurs qui sont testés positifs et qui ne peuvent pas être retenus. Moi je crois que la problématique à la CAN, elle est différente, elle est tout autre. Et je crois qu'il faut jeter un coup de projecteur notamment sur quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, il s'agit de la mobilité.
En gros, parce qu'on a très peu de temps, je vais faire très court. Ouais. Vous pouvez avoir le plus beau stade au monde. Si vous n'avez pas la mobilité suffisante pour attirer les spectateurs dans les meilleures conditions, dans les conditions optimum, forcément vous aurez peu de monde dans les stades. Si vous n'avez pas l'expérience spectateur, comme on l'appelle dans les stades, qui est montée à son maximum pour que le spectateur ait l'envie de venir dans le stade, qu'il ait l'envie de participer à une fête, eh bien ça ne peut pas fonctionner. Donc ce dont on parle aujourd'hui au Cameroun, c'est pas un problème de Covid, c'est un problème multifactoriel qui fait qu'aujourd'hui les conditions ne sont pas réunies pour que le public puisse venir en masse dans les stades et surtout puisse participer à une fête. Tant qu'on n'aura pas résolu cela, eh bien on ne pourra pas y arriver. Vous savez, il y a 2 ans, j'avais écrit un papier dans Forbes Afrique pour parler notamment de l'intégration du stade dans la cité. Eh bien il faut penser, quand on pense à un stade, à son intégration dans la cité pour que ce stade ne vive pas que le jour du match, mais vive 7 jours sur 7 et si possible même 24 heures sur 24. Absolument, c'est un point auquel parfois, qui peut nous échapper parfois, tout simplement. Voilà, et là, je viens de l'éclairer. Absolument, on y pense un peu, on le comprend un peu mieux. Merci beaucoup. Non, mais merci à vous de votre invitation. Oui, nous étions avec Silver-Henri Cissé. Il est journaliste franco-sénégalais. C'était notre invité dans notre entretien sport de ce journal. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Je suis David Carmen Ingabire. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid-19 et au plaisir de très bientôt vous retrouver.